Bonjour à tous, je fais cette vidéo, une vidéo inédite parce qu'on est en ce moment dans un contexte très particulier. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 21 juillet, il est 21 heures. J'ai eu l'idée de cette vidéo à peut-être 20h30 parce qu'on est dans un contexte très particulier qui est l'adoption du pass sanitaire. Au moment où je tourne, il n'y a pas encore le résultat de cette discussion, mais peu importe, je tiens absolument à faire cette vidéo parce que je suis convaincue que de toute façon, quelle que soit l'évolution dans la soirée, ce sera utile. Déjà, cette vidéo, elle est pour qui? Cette vidéo, elle est pour ceux qui, dans le contexte actuel, se sentent forcés, se sentent obligés de prendre une décision qui est de se faire vacciner alors qu'elles ne le souhaitent pas. C'est pour ces personnes-là. C'est pour des personnes qui, du coup, qu'elles soient vaccinées ou non vaccinées, ne se reconnaissent plus parmi leurs collègues, dans leur environnement de travail, parce que, effectivement, toutes ces discussions, toutes ces oppositions créent beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension, et donc ça se ressent évidemment sur le lieu de travail, dans l'environnement de travail qui peut devenir toxique depuis quelques temps où ça dure. J'ai vu beaucoup de témoignages, on va en rediscuter. Mais en tout cas, c'est pour ces personnes-là qui se sentent en décalage, où elles sentent que ça ne va pas et qu'elles n'ont plus leur place finalement dans leur contexte professionnel actuel, et donc elles aspirent à autre chose. Mais c'est aussi du coup pour les personnes qui, certes, aspirent à autre chose et se reconnaissent plus aujourd'hui, mais qui ont peur de l'avenir, qui ont peur des risques que ça signifie en fait, hein, de changer de voie, de changer de domaine, qui se sentent perdus, qui ne savent pas vers quoi se tourner. Parce que la particularité de la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est que cette reconversion, ce changement de voie, de domaine, et ben, quelque part, il est forcé, il est contraint. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui un petit peu improvisée. On va pas se mentir, c'est une vidéo où j'ai eu l'idée il y a moins d'une heure, et donc c'est pour ça que je la tourne là tout de suite un petit peu à chaud. Et je vais vous expliquer du coup pour ceux qui ne me connaissent pas qui je suis et pourquoi du coup je fais cette vidéo-là. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Charlotte Apieto et je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Postadem, comme poste à démission. Donc, vous voyez pourquoi je suis dans le thème, c'était pas fait exprès, ça fait quasiment 4 ans que cette société existe. Et en fait, Postadem, on accompagne les personnes qui sont en reconversion, qui sont en quête de sens dans leur vie professionnelle et qui aspirent à changer de voie, que ce soit déjà pour les aider à définir leur projet professionnel, qu'à les aider à franchir le cap et à le concrétiser une fois qu'elles ont leur projet, que ce soit un projet de recherche d'emploi ou un projet entrepreneurial. Et donc pour ça, Postadem, on a énormément de contenu sur le site, on a un podcast, un livre, on a une communauté, des programmes d'accompagnement, de formation, etc., etc. Donc c'est mon métier depuis 4 ans et c'est pour ça que je suis bien placée pour parler de ce sujet-là ce soir. Et pourquoi est-ce que j'interviens sur ce sujet qui est politique, et je vais faire un disclaimer, une annonce par rapport à ça, c'est que la mission de Postadem, c'est d'aider les personnes qui sont en souffrance au travail à quitter leur job, à franchir le cap. Je précise aussi, puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaîtront pas, Postadem, poste à démission, c'est bien sûr la punchline, hein, c'est un petit coup de pied aux fesses, mais ça ne veut pas dire qu'on pose sa démission au sens littéral. Il y a d'autres manières de quitter son job, on en rediscutera. Mais en tout cas, le principe, c'est de quitter un job qui ne nous épanouit pas, qui ne nous correspond plus, où on n'est plus à notre place. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que en ce moment, pour une raison inédite par rapport à d'habitude, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là et qui se disent mais il faut que je quitte ce job parce que je ne peux pas continuer dans ces conditions avec ce qu'on m'oblige à faire aujourd'hui. Et je me suis beaucoup questionnée sur le fait d'en parler dans le cadre de Postadem parce que c'est un sujet politique. Mais je suis vraiment revenue pour faire cette vidéo à l'essence de Postadem et à la mission de Postadem qui est d'aider quand on est en souffrance, d'aider quand on est en difficulté. Je vois énormément depuis plusieurs jours, depuis que le débat est ouvert sur le sujet, énormément de témoignages, alors soit par écrit, soit de personnes que je connais, qui se retrouvent dans cette situation, qui refusent le vaccin et qui se retrouvent donc dans une situation où d'ici quelques semaines, elles ne pourront plus mettre les pieds au travail. Et en tant que fondatrice de Postadem, je trouve ça intolérable que des personnes se retrouvent dans cette situation-là, dans cette souffrance-là. Il y a un témoignage qui a vraiment été la goutte d'eau pour moi. C'est une employée de crèche, si je ne dis pas de bêtises, qui a été sauvée in extremis par des pompiers parce qu'elle voulait se jeter d'un pont, parce qu'elle pensait qu'elle ne pourrait plus retourner à son travail et continuer à travailler. Et là, pour moi, ça a dépassé un cap qui est intolérable. Et donc, à partir de là, en tant que fondatrice de Postadem, je veux aider ces personnes-là. Mais je précise que ce n'est pas un positionnement politique. Il y aura zéro débat politique sur le sujet, que ce soit sur le vaccin, sur le pass sanitaire. Il n'y a pas de débat ici. C'est simplement pour aider les personnes qui sont dans cette situation-là. Moi, à titre personnel, j'ai mes convictions, mais ça n'a pas de lien avec cette vidéo, ça n'interfère pas avec les contenus de Postadem.
Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête pour que tout ne soit pas mélangé. Donc voilà pourquoi j'ai expliqué à qui s'adressait cette vidéo au tout départ. Si cet angle que je donne à cette vidéo, donc qui est pour un public très particulier, qui est très concerné de manière urgente en ce moment, si cet angle il pose problème à certaines personnes qui jugent négativement celles qui veulent quitter leur emploi en raison des conditions qui sont imposées ou qui critiquent ouvertement les personnes qui veulent quitter leur job parce qu'elles refusent d'être vaccinées, eh bien, elles ont le droit de ne pas être d'accord. Chacun est libre là-dessus. Et une fois de plus, moi, je ne donnerai pas mon avis dans cette vidéo sur ce sujet. En revanche, s'il y a vraiment une critique ouverte et qu'il y a de la haine envers les personnes qui ont envie de quitter leur job à cause de ces conditions, bah, de toute façon, ces personnes qui critiquent n'ont pas leur place au sein de Postadem, n'ont pas leur place dans la communauté Postadem où il y a des valeurs fortes d'entraide, de bienveillance, de respect mutuel, etc. Donc voilà déjà pour cette introduction sur le cadre que je veux donner à cette vidéo pour que ce soit clair pour tout le monde. Et maintenant, du coup, si vous êtes concerné et que vous avez besoin de ne plus vous sentir seul là-dedans, si aujourd'hui, justement, les gens que vous côtoyez, notamment dans votre milieu professionnel, ne comprennent pas tout ça, mais aussi vos proches à titre personnel et qui vous disent enfin, évidemment, il faut que tu te fasses vacciner pour pouvoir garder ton job et pas mettre ta famille en danger ou te retrouver en difficulté. Si vous vous sentez seul et que vous sentez que ça vient heurter vos convictions et que c'est difficile, j'espère vraiment que cette vidéo, elle va aider pour ça. Et moi, ce que je vais vous partager du coup dans cette vidéo-là, comme je vous disais un petit peu improvisée, artisanale, c'est que j'ai envie de vous expliquer quoi faire, quelles sont les étapes, comment vous y prendre si vous voulez vous reconvertir. Si vous voyez que vous ne souhaitez pas rester dans votre emploi, dans votre domaine d'activité actuel, pour les raisons qu'on a évoquées, mais ça peut être pour d'autres aussi, si vous tombez sur cette vidéo, et que vous vous demandez comment y aller, moi je vais vous partager au maximum de l'inspiration, des idées, de la méthode, autant que faire se peut, parce que cette vidéo ne va pas durer non plus 8 ou 10 heures pour pouvoir tout vous partager. C'est vraiment une vidéo sur les bases, sur l'essentiel pour pouvoir vous réinventer professionnellement. Et vous voyez que c'est possible pour vous aussi, quel que soit votre parcours, vos compétences, etc. etc. Je précise aussi une chose, c'est que ce n'est pas une vidéo sur les solutions juridiques pour quitter votre emploi. Là-dessus, alors Postadem a un programme à part là-dessus, c'est autre chose. Et en plus, je pense que là, on est dans une situation très particulière où il y a certainement des solutions un peu inédites, il y a des changements qui sont en train de se faire. Et moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Le programme de Postadem sur le juridique pour quitter son job, ce n'est pas moi l'intervenante dedans. Donc, de toute façon, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Voilà ce que j'avais à vous partager pour commencer. Alors, à partir de là, j'ai pris mes petites notes pour ne pas partir dans tous les sens sur quand même improviser, préparer en 30 minutes. Déjà, ce que j'ai envie que vous sachiez pour commencer, c'est que on est dans une période où il y a beaucoup de culpabilisation qui est exercée. Et dans une reconversion, puisque je m'y connais mieux en reconversion que sur ces sujets politiques aujourd'hui, qui sont assez récents, dans la reconversion, la notion de culpabilité, elle est souvent forte. À tout moment, quelles que soient les raisons pour lesquelles on a envie de quitter son job, c'est vraiment quelque chose de récurrent chez les personnes qui disent j'ai envie de faire autre chose. C'est que souvent elles culpabilisent. Elles se disent mais pourquoi est-ce que je me plains alors que j'ai un job? Il y a des gens qui n'ont pas de job. Je vais mettre ma famille en difficulté. Je vais quitter une voie tout tracée dont j'ai hérité, où la société valorise ça, où c'est prestigieux, j'ai une jolie ligne sur mon CV, j'ai un salaire. Et donc, on a tendance à culpabiliser de vouloir quitter tout ça. Et je veux vraiment que vous commenciez par mettre cette culpabilité de côté. C'est vraiment la base. Tant qu'il y a ça, vous ne pourrez pas avancer de toute façon. Une reconversion, c'est légitime. Ce n'est pas un caprice de vouloir quitter son job, de vouloir faire autre chose. On a le droit de vouloir changer. Il faut vraiment vous dire qu'on a hérité beaucoup de croyances sur ce que nos études doivent être, sur ce que notre vie professionnelle, notre carrière doit être, des injonctions de réussite, mais avec un moule prédéfini de réussite qui ne correspond pas forcément à nous à titre individuel. Et donc, on a beaucoup de mythes et de perceptions autour de la reconversion et de l'emploi où on se dit, non, je ne suis pas légitime pour ça. On peut aussi se dire, je n'ai pas le profil pour me reconvertir parce que je suis trop jeune, donc je n'ai pas assez de bouteilles, pas assez d'expérience, il faut que j'attende. Ou au contraire, je suis trop âgée, c'est trop tard pour moi, j'ai raté le coche, j'aurai plus de valeur sur le marché du travail, etc. Ou je ne peux pas créer mon entreprise parce que je n'ai pas les compétences modernes dont j'ai besoin pour ça. Ça peut être aussi de se dire, moi aujourd'hui j'ai des enfants, donc je ne peux pas me le permettre. Ça peut être de se dire aussi, je n'ai pas encore d'enfants, donc je vais peut-être commencer par ça. Bref, on a toujours un peu l'impression d'être le pire cas de figure. Et il faut vous dire vraiment que tout le monde a le droit et peut changer de voie. Je vous disais, Postadem, ça fait 4 ans quasiment. 4 ans, j'ai vu des milliers de profils, tous les témoignages, les clients, etc. Je peux vous assurer que vraiment, c'est possible pour tout le monde. Ça, c'est vraiment la première chose à avoir en tête, c'est d'enlever cette culpabilité-là. Ensuite, ce que je veux que vous reteniez comme message de cette vidéo, et je pense que c'est vraiment le deuxième plus important, c'est que
un petit peu comme quelqu'un qui serait resté dans la même ville toute sa vie. Il est né dans sa petite ville, il a grandi dans sa petite ville, mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il y a d'autres villes, il y a d'autres pays, il y a d'autres continents, et cetera, et cetera. Et donc lui, il voit que l'environnement dans lequel il évolue. Pourtant, il y a d'autres cultures, il y a d'autres possibilités, il y a des milliards de vies différentes possibles, mais il est là-dedans. Et ben en fait, c'est un petit peu pareil quand on est dans un job, dans un domaine d'activité, un secteur, un métier. On a fait nos études là-dedans, on a trouvé ce job là-dedans, on évolue au quotidien avec des gens qui font le même métier, dans le même secteur. Et en fait, on est comme cette personne dans sa ville, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Et du coup, bah forcément, si dans notre ville ça va plus et que par exemple il y a une guerre civile dans notre ville, on se dit mais ma vie est foutue en fait parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Et en fait, il y a d'autres choses. Si vous prenez de la hauteur par rapport à la taille du globe, vous voyez que oui, il y a d'autres possibilités que de rester dans ce petit village. Et bien c'est exactement pareil dans vos vies professionnelles. C'est que là aujourd'hui vous êtes dans ce secteur-là, mais il y a tellement d'autres choses que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. C'est pas de votre faute, c'est simplement que bah, forcément vous êtes concentré sur là où vous êtes aujourd'hui, vous avez suivi ce parcours-là. Mais quand on commence à regarder ce qui se fait d'autre, quand on commence à lire des témoignages d'autres personnes, qu'on rencontre des gens en dehors de notre cercle habituel, en fait, c'est là qu'on voit que mais il y a un horizon des possibles qui est immense. Et que ce soit dans le fait de décrocher un nouvel emploi, un job salarié, ou de créer une entreprise. Parce qu'il y a aussi la création d'entreprise qui est une manière de créer son emploi sur mesure. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je n'ai pas raconté mon parcours, du coup, pour ceux qui me connaissent pas. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans ce détail-là. C'est pas très grave. En tout cas, gardez juste en tête que moi, j'ai travaillé en ressources humaines. Ensuite, j'ai travaillé dans le conseil en ressources humaines et en management dans un gros cabinet. Et c'est là que j'ai posé ma dème parce que je manquais de sens, parce qu'au quotidien, je n'étais vraiment pas dans les missions qui me faisaient rêver. Je n'étais pas là pour ça. Je passe vraiment les détails. Je passais par une phase aussi de mini burn-out. Donc, mini parce qu'il était assez court. Mais j'ai décidé donc de poser ma dème. J'ai travaillé ensuite dans une petite société, donc une start-up dans le domaine de la formation. J'étais commerciale et formatrice. Et je suis partie à nouveau de ce job avec une rupture conventionnelle. C'est là que je suis devenue indépendante. J'étais freelance en formation, j'étais formatrice. Et ensuite, j'ai créé Postadem, donc il y a quasiment 4 ans. Donc voilà, rapidement sur mon parcours. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que j'ai vu énormément de parcours différents et que c'est vraiment possible de voir de nouvelles choses, d'inventer une nouvelle vie. Croyez-le, et vous allez voir que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, si vous êtes concerné, ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses autour de vous et ça, c'est super important. Donc voilà la première chose que je voulais vous partager pour commencer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la méthodologie, sur comment on s'y prend quand on se retrouve un peu au pied du mur comme ça et qu'on a envie de changer de voie, déjà, c'est que il y a quelques leçons de développement personnel. Je ne sais pas si vous qui me regardez, vous avez déjà lu des livres de développement personnel, si c'est un domaine qui vous attire ou pas du tout. Et il y a 5 leçons que je partage à mes clients habituellement et que j'ai envie de vous partager. Donc, pour ne pas les zapper, je vais aller dessus. Et la toute première en fait, ça me fait sourire parce que c'est tellement d'actualité, c'est incroyable. C'est la première leçon. Je l'ai intitulée comme ça, hein, vraiment dans la formation qu'on a. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Et en ce moment, on est dans une période où on nous dit, tu n'as pas le choix. On nous dit, c'est comme ça, il faut que tu partes, tu n'as pas le choix. Et donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui disent, mais tu n'as pas le choix, de toute façon, tu es obligé d'accepter. Je le fais, je me vaccine parce que je n'ai pas le choix. Mais on a toujours le choix. On a absolument toujours le choix. Simplement, bah, c'est difficile. Ça peut être même extrêmement difficile dans certains cas. Mais le fait est qu'on a toujours le choix. Et même si on n'a pas le choix de nos actions, admettons qu'on n'ait pas le choix de nos actions, on a le choix de comment on va le ressentir, de comment on va le vivre. Alors c'est toujours difficile à accepter et à entendre, surtout quand on se sent contraint, mais gardez-le en tête. Et je sais que moi, à titre personnel, ça m'arrive très souvent de me dire, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Et donc je me souviens de ma propre leçon qui est, on a toujours le choix. Et je me dis, ok, donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative possible? Il y a un livre d'ailleurs que je peux vous recommander, je l'avais noté là-dessus, voilà, c'est Tal Ben-Shahar et ça s'appelle Choisir sa vie. C'est un livre sur le fait d'avoir le choix que je trouve passionnant. Il y a 101 leçons de mémoire de moments où on a le choix dans notre vie. Par exemple, on peut choisir de laisser passer sa chance ou de tourner les situations à son avantage. Ça s'y applique aussi dans la situation actuelle, donc le parallèle est assez intéressant. C'est que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on peut se dire, en fait, j'ai pas le choix, je suis contraint de le faire malgré mes convictions. Ou on peut se dire, attends, c'est mes convictions. Même si les autres autour, ils ne sont pas d'accord, moi, c'est mes convictions. Et je veux vivre en alignement avec mes convictions. Donc, à partir de là, je vais profiter de cette opportunité qui est déguisée, on va dire, à quelque chose de pas très fun, pas très agréable, hein, même difficile. Mais je vais profiter de cette opportunité pour réinventer ma vie. Ok, je me retrouve à devoir quitter ce job-là. Comment je peux réinventer ma vie d'une manière qui, finalement, à terme, m'épanouisse plus à terme, pas forcément là tout de suite, mais à terme, je vais y trouver
plus d'épanouissement, plus de sens, peut-être une meilleure rémunération, qui sait. Bref, des avantages que je n'ai pas aujourd'hui et de se questionner sur ce qu'on peut aller y trouver. Ce que je voulais vous dire aussi sur ce sujet-là, c'est que généralement dans la reconversion, le choix qu'on doit faire, c'est refuser la carrière traditionnelle ou le suivi logique qu'on a dans cette entreprise dans laquelle on est, ou alors d'accepter qu'il y a une autre réalité possible. Et en fait, la question à se poser pour ça, et que j'invite tout le monde à se poser à chaque fois, et là particulièrement en ce moment, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour aller dans le bon sens? C'est quoi le premier petit pas? Donc ça, c'est quelque chose que je radote beaucoup. Chez Postadem, c'est la stratégie des petits pas. C'est qu'on ne peut pas tout changer en un quart d'heure. On y va petit pas par petit pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera. Et dans la stratégie des petits pas, c'est de définir en permanence le prochain petit pas. Et donc, dans votre cas, c'est quoi le prochain petit pas que vous pouvez faire? Est-ce que, par exemple, le prochain petit pas, c'est quand il y a un collègue qui vous critique par votre choix actuellement vos convictions, de ne pas chercher à rentrer dans le débat et de laisser couler? Est-ce que ce choix, par exemple, c'est de vous mettre en arrêt maladie? Est-ce que ce choix, c'est de ne pas aller au travail demain? Est-ce que ce choix, c'est de votre employeur qui vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas, à savoir dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, vous faire vacciner, de dire, eh ben en fait, envoie-moi un courrier avec accusé de réception déjà pour me le demander d'une manière beaucoup plus formelle pour aller jusqu'au bout de la démarche. Bref, qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit pas maintenant qui correspond à vos convictions? Et le simple fait de faire un premier petit pas, même si vous n'en êtes pas encore à la vie rêvée que vous avez, même si tous les problèmes ne sont pas encore résolus, vous êtes comme ça dans la bonne direction et vous avez cette satisfaction, ce soulagement d'être dans l'action qui vous mène vers ce qu'il faut. Un autre petit pas, ça peut être aussi de vous rapprocher de groupes de personnes qui aujourd'hui sont dans la même démarche que vous et se posent les mêmes questions que vous pour pas être tout seul. Bref, c'est ça le principe d'un petit pas, je pense que vous avez compris. La deuxième leçon que je partage très souvent, et qui est là aussi en lien avec la période que vous vivez en ce moment, c'est qu'on fixe nos propres limites. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que on a l'habitude de faire en fonction des limites que nous donnent les autres dans la société, comme depuis qu'on est petit, il y a les limites fixées par les parents, par les professeurs, par les employeurs, etc. etc. Et donc, on part du principe qu'on est capable de certaines choses, mais pas d'autres. On part du principe qu'on accepte certaines choses alors qu'en réalité, au fond, on n'est pas vraiment en phase. Et ça, c'est très vicieux. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les limites, pour beaucoup, si vous regardez cette vidéo, bien sûr, en tout cas, c'est que là, vos limites, elles sont en train d'être dépassées. Et pour ça, vous avez besoin de savoir où elles sont vos limites. Et en fait, il y a les limites que l'on s'impose nous-mêmes et les limites que les autres nous imposent. Et il faut commencer par être clair sur les limites que vous vous imposez à vous. Qu'est-ce qui fait que votre limite, elle est dépassée? Moi, par exemple, c'est ce que je vous partageais au début, c'est ce titre que j'ai vu, cet article que j'ai vu, d'une employée de crèche qui a voulu se jeter par-dessus un pont parce qu'elle s'est dit qu'elle ne pourrait plus travailler. Ça, moi, ça a été ma limite qui a été dépassée. Ça a été la goutte d'eau. Eh bien, où est-ce qu'elle est votre limite à vous? Qu'est-ce que vous tolérez pas qu'il se passe, qu'on vous dise, qu'on vous fasse, etc. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, à partir de là, c'est aussi, alors je précise juste une chose, c'est parti un peu dans une autre direction, sur les limites qu'on s'impose et les limites que les autres nous imposent. Il y a des limites qu'on peut aussi s'imposer à nous-mêmes, par exemple, quand on se dit « je ne peux pas quitter mon job », c'est nous qui nous l'imposons, même si personne autour de nous nous l'impose. Donc c'est important aussi de faire la nuance entre celles que je m'impose moi, qui sont liées à mes croyances et à mes peurs, et celles que les autres m'imposent. Et quand c'est l'autre qui l'impose, comme par exemple, effectivement, si votre employeur va au bout sur cette histoire de vaccin, et bien là, c'est de passer à l'action avec la stratégie des petits pas qu'on s'est dit avant, la meilleure manière possible. Par rapport à ces limites et aux choix, il y a une question que je vous invite à vous poser, que j'aime beaucoup, que je me pose aussi beaucoup à moi et qui m'avait beaucoup aidée. La question, c'est de vous demander qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Écrivez-la, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pris des petites notes au début de la vidéo, mais écrivez qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Et ça, c'est une question très puissante. Parce que vous allez vous en rendre compte, c'est qu'en fait, la majorité de nos décisions et de nos actions, elles sont basées sur nos peurs. Par exemple, je ne vais pas répondre à cette personne qui m'a agressé verbalement parce que j'ai peur de donner le mauvais argument ou j'ai peur d'être jugée. Je ne vais pas quitter ce job parce que j'ai peur que, là aussi, qu'on me juge ou parce que j'ai peur de ne pas m'en sortir financièrement. Ça ne veut pas dire que les peurs ne sont pas légitimes, attention, mais tant qu'on a les peurs dans le viseur, eh ben en fait, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a vraiment au fond de nous, à écouter notre petite voix, notre intuition, nos besoins profonds, etc. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Je regarde d'ailleurs s'il y a autre chose que je m'étais notée là-dessus, que je vais vous partager.
Oui, ça c'est une question que j'aime bien poser, qui est en lien avec ça, mais c'est quelle limite vous vous fixez aujourd'hui qui est en réalité arbitraire? Voilà. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième question, troisième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est aussi quelque chose que je radote beaucoup chez Postadem, c'est de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. On sous-estime le pouvoir des questions. Or, c'est ça qui nous aide à trouver les bonnes réponses, puisque si on part déjà avec la mauvaise question, on ne va pas aller très loin. Moi, ce qui m'a marqué, c'était quand j'étais jeune, je faisais un job d'été de vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter pour hommes. Et en fait, quand on a donc un client qui rentre dans la boutique, eh ben, il vaut bien mieux lui demander: «Bonjour monsieur, que recherchez-vous?» que «Bonjour, est-ce que je peux vous aider?» Le «Est-ce que je peux vous aider?» «Est-ce que vous avez besoin d'aide?» c'est une question fermée. On sait, on a de grandes chances de se prendre un non. Par contre, le «Qu'est-ce que je peux faire pour vous?» ou «En quoi je peux vous être utile?» ou «Qu'est-ce que vous recherchez?» et cetera, de quoi vous avez besoin. Tout ça, c'est des questions ouvertes qui font que le client, eh ben, du coup, il va se prêter à la discussion. Peut-être que dans certains cas, il peut y mettre un terme s'il n'a vraiment pas envie, mais du coup, techniquement, la question ouvre des réponses ouvertes. Et donc ça, c'est positif pour les deux. C'est positif pour le vendeur, bien sûr, qui va créer la connexion avec le client, donc il a plus de chances de faire des ventes, donc il y a de meilleurs résultats. Et c'est positif pour le client, parce que du coup, il a beaucoup plus de chances que le vendeur lui permette de trouver ce qu'il cherchait. Donc dans tous les cas, c'est positif sur les deux côtés. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser des bonnes questions. Par exemple, plutôt que de se dire est-ce que je vais m'en sortir financièrement si je quitte ce job, c'est de se dire comment m'en sortir financièrement en quittant ce job. Partir du principe que je vais quitter ce job, comment je vais faire pour m'en sortir? Et là, déjà, on est dans une question ouverte. Et cette question ouverte, elle emmène vers des réponses de OK, donc il faut que je trouve telle solution, que j'essaye avec tel job, ou alors que mon entreprise, je la développe de telle façon. Ça, on est sur une partie plus concrète de comment on lance un projet. Je ne suis pas sûre qu'on pourra tout voir dans cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est l'idée. Alors que si on se dit est-ce que je vais m'en sortir, bah, on a notre cerveau, notre biais de négativité qui vient nous dire quoi? Il vient nous dire bah non, tu vas pas t'en sortir. Évidemment que ça va être la galère. Il y a la cousine qui a dit que ça va être compliqué, l'autre qui dit qu'il n'arrive pas à trouver un job. Évidemment que tu vas pas t'en sortir. Et ça, c'est vraiment le piège. Donc vraiment, la question qui vous trotte dans la tête en ce moment, demandez-vous vraiment quelle est la question en ce moment qui vous turlupine, qui vous reste dans la tête, et comment cette question-là, vous pourriez la reformuler de manière beaucoup plus pertinente pour la rendre utile, pour qu'elle vous donne de l'énergie et qu'elle ouvre en fait des pistes et des solutions possibles. Donc voilà sur le troisième point. Ensuite, les deux autres leçons que je partage le plus souvent, la quatrième, c'est de trouver le juste équilibre entre les objectifs et le moment présent. Ça s'y prête un poil moins aujourd'hui dans la thématique que je fais aujourd'hui. Ce que je veux simplement vous dire, c'est de trouver un bon équilibre entre l'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir avec tout ce qui se passe, et aussi le moment présent. C'est important de penser à l'avenir pour savoir justement vers quoi on veut aller, vers ses objectifs, mais c'est important aussi d'être dans le moment présent et de voir là, à l'instant T, à la minute, par exemple, où vous regardez cette vidéo, où vous y réfléchissez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le scénario catastrophe que vous vous faites à l'avenir, il est réalisé ou non? Et c'est pas un jugement, hein, vraiment le scénario catastrophe, on s'en fait tous, on imagine le pire. C'est normal, c'est totalement normal. Mais il n'empêche que là, dans le moment présent, est-ce qu'il est réalisé? Est-ce que vous êtes en train de vivre ce scénario catastrophe? Il y a de grandes chances que non, là, tout de suite, maintenant. Et je parle vraiment du moment présent. Et donc, c'est important d'arriver à trouver cet équilibre entre les deux, où dans le moment, j'arrive à lâcher prise et à faire ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. Et ben, en fait, c'est ça l'équilibre. Donc, je reformule ma phrase, arriver à la fois à lâcher prise et à faire ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction. Ensuite, la cinquième leçon que je partage souvent avant de commencer tous ces sujets-là, c'est que le corps et le mental, ils sont indissociables. C'est-à-dire que notre état psychologique, mental, il va impacter notre physique et inversement. Par exemple, si mon état physique, ben, c'est l'abattement, je me tiens mal, j'ai la tête voûtée et en ce moment, on a tellement de poids sur les épaules avec tout ce qui se passe que c'est très possible, ben, psychologiquement, ça ne va pas aller très bien. Et donc, si je commence par aller mieux au niveau physique, que je me redresse, que je vais dans une posture positive, peut-être que pour certains, ça va sembler complètement stupide, mais vraiment, essayez et vous allez voir ce que ça fait. Si déjà vous vous tenez mieux, rien que moi, ça me le fait là, vous allez voir que le mental aussi, il va être dans une posture plus gagnante déjà. Et dans l'autre sens, c'est que si dans la tête, ça ne va pas, le corps, il s'en ressent aussi. Donc, c'est important de jouer sur les deux tableaux. Moi, ma pratique à moi pour arriver à équilibrer le corps et le mental, c'est le yoga que j'ai commencé il y a plusieurs années déjà. Maintenant, j'en fais quotidiennement et c'est quelque chose qui m'aide énormément. D'ailleurs, pas plus tard cet après-midi, moi-même, avec tout ce qui se passe, j'étais chamboulée. Ben, j'ai fait ma séance de yoga, ça allait beaucoup mieux. Donc, c'est important pour gérer ces émotions d'être dans le mouvement aussi.
Si en plus vous êtes toujours au four et au moulin dans votre boulot, etc., ne serait-ce que 10-15 minutes le matin, le soir, vraiment de connexion au corps, ça aide énormément, vraiment énormément à sortir du mental. Surtout en ce moment, on est assailli d'informations, de débats, d'infos contradictoires. Vraiment, prenez le temps d'avoir juste du temps avec vous et de reconnecter avec votre corps, que ce soit du sport, que ce soit aussi de la méditation, que ce soit de l'automassage. Bref, il y a plein de solutions pour ça, ça peut aider énormément. Donc voilà pour commencer cette longue introduction sur les choses à avoir en tête pour commencer. Maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, revenons un petit peu à nos moutons. C'est que là aujourd'hui, vous dites, OK, ce job, ça va plus être possible. Comment je passe à autre chose? Comment ça se passe quand on veut se reconvertir? Là, je vous donne vraiment les grandes lignes de la méthodologie, celle de Postadem, qui est assez courante de toute façon. C'est que quand on est en processus de reconversion, euh, avant de passer à l'action, c'est qu'on a besoin de prendre un petit peu de recul. Et souvent, on se dit, ah, il faut tout de suite que j'envoie un CV, que je vois comment monter ma boîte, etc. Et en fait, la première étape, c'est de revenir à l'introspection, de revenir à soi-même et de se poser les bonnes questions. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si on se précipite, on risque de reproduire le même schéma quand on n'aimait pas son job. Là, spécifiquement dans notre cas pour cette vidéo, c'est un cas un petit peu particulier puisque pour la première fois, effectivement, il y a urgence. Dans certains cas, vous êtes concerné. Si vous ne souhaitez pas ce qui est en train de se passer, qu'il va falloir partir, effectivement, il y a une forme d'urgence. Donc à partir de là, on est dans un cas où effectivement, ça peut valoir le coup de se dépêcher, de passer dans l'action directement, quitte à changer plus tard. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes selon la situation. Mais de manière générale, c'est important de revenir dans l'intériorité, de se poser les bonnes questions avant de passer à l'action. Donc, toute reconversion commence par une phase d'introspection où on va se questionner sur le sens qu'on a envie de donner à notre vie professionnelle, sur nos passions, sur nos envies, nos centres d'intérêt, sur ce qui nous fait vibrer, où on va se connecter à ce qu'on appelle le flow, F-L-O-W. Le flow, c'est les moments où en fait on est tellement passionné, intéressé et concentré sur ce qu'on est en train de faire qu'on voit pas le temps passer. On regarde plus notre montre, en gros. Bon, j'ai pas de montre, mais vous voyez le principe. Eh ben, les moments de flow, c'est hyper précieux. Et vous pouvez vous demander, est-ce que dans votre job actuel, vous avez des moments de flow ou pas? Si vous avez des moments de flow parce que c'est un métier de passion et que là, vous vous retrouvez contraint et que vous voulez le quitter, c'est difficile parce que vous trouvez déjà du flow là-dedans. Néanmoins, ces moments de flow, la question à vous poser si vous vous retrouvez à devoir quitter votre job, c'est comment vous pouvez retrouver ces moments de flow dans une autre activité. Par exemple, si vous êtes soignant, qu'est-ce qui vous met dans le flow? Qu'est-ce qui donne du sens à votre métier aujourd'hui? Est-ce que c'est la relation d'aide? Est-ce que c'est le contact avec le patient? Est-ce que c'est les personnes avec qui vous travaillez? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous met dans le flow? Quel type de tâche? Quel type d'activité? Et de vous demander comment vous pourriez transposer ça à un autre métier. Et pour ça, ce que je vous recommande, c'est de raisonner en termes de verbes. Plutôt que de tâches liées vraiment à un métier spécifique, c'est de raisonner en termes de verbes. Par exemple, dans le cas des soignants, alors c'est un domaine que je connais pas très bien, donc ce sera peut-être pas très juste ce que je vais dire, mais vous verrez le principe. Par exemple, le verbe, ça va être aider, accompagner, entourer, conseiller aussi. Dans certains autres métiers, ça peut être le fait de cadrer, de résoudre des problèmes, organiser. Ça peut être aussi, comment on dit, optimiser. Dans certains cas, oui, qu'on revient toujours à des verbes. Ça peut être aussi dans d'autres métiers le fait d'écrire, de parler, d'exprimer, etc., d'analyser, de synthétiser, de revenir à des verbes, d'identifier quel type de verbe vous mettre dans le flow aujourd'hui pour les transposer à un autre domaine d'activité. Ça, c'est particulièrement utile si aujourd'hui votre métier que vous vous retrouvez à vouloir quitter vous met dans le flow et un métier passion. Si par contre votre job actuel, de toute façon, il vous plaît pas, vous en avez marre, c'est plus vraiment ce qui aujourd'hui vous fait vibrer, même si avant ça vous plaisait, c'est totalement ok, et ben c'est de vous demander où vous pourriez trouver ces moments de flow. Qu'est-ce qui vous met dans le flow? Dans vos activités personnelles, loisirs, hobbies, dans vos anciens jobs, ce que vous faisiez dans vos études, etc., etc. Et de partir de ces moments de flow. Et de ne pas vous dire qu'il faut forcément avoir une passion dévorante depuis que vous êtes petit pour en faire un métier. Non, c'est vraiment de vous connecter aux petites choses. Par exemple, quand vous allez, je ne sais pas moi, vous avez un train à prendre, vous allez au point relais, là, au kiosque, et vous voyez, il y a les journaux, les magazines, etc. Vers quel sujet, vers quel titre vous vous tournez spontanément? Qu'est-ce qui vous attire? Si vous aviez toute la journée devant vous, qu'est-ce que vous en feriez? S'il n'y avait pas de contraintes, d'obligations dans votre agenda, dans votre métier, qu'est-ce que vous feriez? C'est tout ça, en fait, les questions à se poser par rapport au flow auquel on veut se reconnecter. Et donc, je me suis un petit peu, je suis partie sur pas mal de sujets là-dessus, je voulais qu'on le voit plus tard, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de vous dire qu'avant de se précipiter, sauf urgence dans certains cas,
c'est de revenir à ce qui vous fait vibrer, à vos passions, etc. etc. L'introspection, c'est aussi sur, au-delà de ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire. Et ça, c'est plutôt la partie compétences, talent. C'est quoi la différence entre compétence et talent? C'est que compétence, c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on a acquis sur le terrain via des formations, notre travail, etc., etc. Alors que le talent, c'est quelque chose qui est plus inné, qui est plus intuitif. Ça ne veut pas dire qu'on est le génie mondial reconnu là-dedans nécessairement, c'est que c'est une activité dans laquelle on est spontanément, naturellement plus doué que la moyenne, on fait les choses plus vite, mieux, de manière plus esthétique, etc., etc. On voit que globalement, en moyenne, on a quelque chose de plus que les autres là-dessus. Ben, ça, c'est plutôt un talent. Et donc, l'introspection, c'est de revenir à quelles sont vos compétences, quels sont vos talents, qu'est-ce qui fait en fait votre boîte à outils à vous. Même si vous n'êtes pas à un niveau de maîtrise absolu, vous n'êtes pas des experts dans le domaine, vous avez déjà une base que vous maîtrisez et ou que vous avez envie de développer davantage. Parce qu'il y a des compétences qu'on maîtrise un tout petit peu et on a vraiment envie de les développer davantage. À l'inverse, peut-être que dans votre métier actuel, il y a des compétences que vous avez et franchement, ça vous gonfle, vous n'avez plus envie de savoir faire ça. Moi, j'avais des compétences dans mon métier de consultante. Aujourd'hui, oui, je m'en sers d'une certaine façon, mais je n'ai pas mis ça au cœur de mon activité aujourd'hui parce que ça ne me stimulait pas. Donc, d'être au clair sur vos talents, vos compétences, c'est-à-dire ce que vous savez faire. Ensuite, c'est une fois qu'on a fait le point sur ce qu'on aime, sur ce qu'on sait faire, eh ben, on va avoir besoin d'avoir des idées de projets qui correspondent à ça. Et une idée de projet pertinente, en fait, elle est à la frontière de 4 critères. Ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ça on a compris. Mais il y a aussi 2 autres critères qui sont liés plutôt à l'environnement extérieur. Non plus à vous, à l'introspection, mais à l'extérieur. Ces critères, c'est quoi? C'est là où il y a un besoin sur le marché. Que ce soit le marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui correspondent à ça, ou si c'est un projet entrepreneurial de création d'entreprise, c'est qu'il y a un marché, c'est-à-dire qu'il y a des clients potentiels là-dessus. Ça, c'est le 3e critère, il y a un besoin. Et le 4e critère, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé, rémunéré. Parce que on est là aussi pour gagner de l'argent avec notre activité, que ce soit là aussi un salaire ou que ce soit votre rémunération en tant que chef d'entreprise, peu importe. Mais il n'empêche qu'il va falloir trouver un projet qui est à la frontière de ces 4 critères-là. Une fois que vous avez le schéma en tête, et je vous invite vraiment à le noter, ça va vous aider à y réfléchir et vous allez voir que les 2 premiers critères d'introspection, c'est de se poser les bonnes questions. Et les 2 autres critères extérieurs, eh ben, comment on fait pour ça? Eh ben, ça, c'est plutôt la phase que j'appelle d'exploration. C'est qu'on va sortir de son mental, on va sortir de sa tête et de ce qu'on connaît déjà et de nous-mêmes, et on va aller voir sur le terrain ce qui s'y passe. On va lire des témoignages de personnes qui se sont reconverties dans des métiers qu'on n'aurait même pas imaginés. On va regarder des fiches emploi. On va regarder les sites même d'orientation pour les étudiants pour voir les métiers qui existent. On va rencontrer des professionnels. On va, par exemple, s'inscrire à des ateliers gratuits en ligne, à des conférences, à des formations découvertes, simplement pour la curiosité, simplement pour découvrir. On n'est pas encore dans une phase où on cherche à prendre la moindre décision ou à passer à l'action maintenant. On est dans une phase où on explore les idées, où on voit ce qui se fait, on voit ce qu'il existe. Et le mieux pour ça, c'est d'en parler avec des gens. Dites aux gens autour de vous que vous cherchez à changer et via des amis d'amis, des contacts, etc., des groupes Facebook, LinkedIn, le réseau social LinkedIn, il y a plein de manières de voir ce qui se fait et d'entrer en contact avec des personnes qui font un autre métier. Et donc, cette phase d'exploration mêlée à cette phase d'introspection, ça va vous aider à commencer à faire émerger des idées de projets professionnels. Et une fois que vous avez fait ça, c'est là que vos idées de projet, vous allez pouvoir faire un choix parmi tout ça. Et le fait d'être allé voir sur le terrain, justement, via la phase d'exploration, ça va vous aider à choisir ce métier-là. Et ensuite, on est bien sûr sur la phase d'action. Donc, si on a plutôt un projet de recherche d'emploi, c'est de préparer sa recherche, de revoir comment orienter sa candidature, son CV, etc., pour correspondre du mieux possible et trouver un emploi dans ce domaine-là, les entretiens, etc., etc. Et si c'est un projet de création d'entreprise, là aussi, il y a toute une méthodologie, il y a des étapes pour pouvoir lancer ce projet, identifier qui est sa clientèle cible, le besoin, le problème qu'elle rencontre pour pouvoir y répondre avec un produit ou un service, tester ce produit ou ce service, etc. etc. Ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas pouvoir traiter dans cette vidéo parce que sinon, elle serait vraiment extrêmement longue. Mais il n'empêche que c'est ça le principe, c'est ça les étapes. Donc, j'espère que déjà là-dessus, c'est clair. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'espère que déjà là-dessus, ça vous aide à voir comment ça se passe. Alors, je reprends mes petites notes pour voir ce que je voulais vous partager. Maintenant que vous avez ça en tête, on va faire ça.
c'est que maintenant que vous avez ça en tête, je vais vous partager quelques outils exercices qui sont issus du programme Nouveau Départ de Postadem. Donc, je vous l'ai dit, hein, Postadem, c'est une entreprise, donc on a des programmes payants, donc c'est normal. Disclaimer là aussi, c'est pas là, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, c'est simplement que on a toute une méthodologie dont je m'en sers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager en fait des outils précis, parce qu'on en a par dizaines, mais vraiment des choses précises qui vont être utiles pour vous ce soir et vraiment les exercices de base pour vous aider. Alors, le premier que je vais vous partager, c'est l'autodiagnostic. On va commencer par ça, c'est vraiment la base. L'autodiagnostic, c'est quoi? C'est de dire, OK, je mets tout à plat. Je fais un petit pas de côté, du recul. Pourquoi j'en suis dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, vous avez besoin d'être au clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre votre petit carnet, à faire 2 colonnes. La colonne à gauche, ce sera ce que je ne veux plus, et à droite, c'est ce que je veux plus. Et pour ça, vous allez commencer à lister. Et c'est un peu la liste au Père Noël. Il n'y a personne d'autre de vous qui allez la lire. Vraiment, faites-vous plaisir, écrivez tout ce qui vous passe par la tête sur ce que vous ne voulez plus. Par exemple, ça peut être je ne veux plus d'un manager qui est capable de m'appeler à 21h. Je ne veux plus d'horaire à rallonge. Je ne veux plus avoir à faire 1 heure de transport. Je ne veux plus de collègues avec qui on ne se comprend pas. Je ne veux plus cette charge de travail-là. Je ne veux plus telle condition de travail, etc., etc. Faites vraiment la liste, ou même de tâches de votre travail. Je ne veux plus faire telle activité, telle tâche, etc., etc. Et listez tout ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Ça peut être lié à votre quotidien, à vos valeurs, à l'environnement de travail. Vraiment, c'est champ libre. Et ensuite, à droite, vous allez écrire tout ce que vous voulez plus. Par exemple, ça peut être je veux plus de liberté, je veux plus d'impact, plus de reconnaissance, je veux être avec des collègues plus ouverts, je veux plus de discussions enrichissantes au quotidien, je veux plus d'apprentissage, parce que par exemple, aujourd'hui, vous tournez en rond dans votre job, vous voulez plus de ça. Bref, là aussi, faites la liste, votre liste au Père Noël. Vraiment, n'hésitez pas à rêver grand. On a tendance à en parler sur les limites tout à l'heure, à être notre propre limite. Ne vous limitez pas, écrivez vraiment tout ce que vous voulez et commencez à l'envisager, même si vous ne savez pas encore comment ça peut se faire, comment vous pouvez l'avoir, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, ça va être déjà votre base de vous dire, OK, par rapport à mes attentes et à où j'en suis aujourd'hui, mon job actuel, à quoi il correspond, à quoi il ne correspond pas. Et à partir de là, ça va vous faire un peu votre radar, votre détecteur pour la suite. Ça, c'est vraiment la toute base. Deuxième outil que j'ai envie de vous partager là aussi un peu en mode de diagnostic, c'est de faire la carte de vos besoins prioritaires. Et pour ça, il faut que vous listiez les besoins qui sont non négociables pour vous. Et je vais vous en lire quelques-uns. Pour le coup, je vais reprendre la liste là de la fiche. Pour vous, c'est vraiment des exemples parce qu'on en a combien? On en a, je sais pas, je pense qu'il y en a peut-être 80 des besoins. Donc, je ne vais pas tout vous les lire à l'oral, sinon ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est de vous dire quels sont les besoins aujourd'hui qui sont non négociables et où je veux impérativement qu'ils soient respectés dans la future activité que je vais rejoindre. Quelques exemples de besoins. Vos besoins à vous. Accomplissement, affirmation, appartenance, apprentissage, on en a parlé, authenticité, beauté, autonomie, bien-être, bienveillance, cohérence, communication, confiance, confort, contact, vous voyez que c'est par ordre alphabétique, coopération, créativité, douceur, empathie, épanouissement, équilibre, espace, estime de soi, évolution. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Humour et fun, ça en fait partie. Leadership, légèreté, liberté, lumière, de mouvement, nouveauté, paix, partage, plaisir, préservation du temps ou de l'énergie, par exemple, réconfort, rendre service, repos, respect, sécurité affective, matérielle, sens, sérénité, simplicité, solitude, soutien, stimulation, temps, transmission. C'est des exemples de besoins, j'en ai fait quand même un certain nombre de la liste. Donc, c'est vraiment liste non exhaustive. Il y en a peut-être que j'ai dit qui vous parlent, peut-être que vous pouvez en rajouter, mais c'est vraiment d'identifier vos 3 besoins cœur où sans ça, vous ne pouvez pas vous sentir bien. Et quand vous aurez d'ailleurs identifié ces besoins, vous allez comprendre aussi pourquoi aujourd'hui dans votre job ça ne va plus. C'est parce qu'il y a certainement au moins un de ces besoins phares pour vous qui n'est pas respecté. Alors, ça, c'était le deuxième outil que je voulais vous partager. Je vous dis, ce soir, on est un peu en mode patchwork de différents outils de la méthodologie de Postadem, mais j'essaie vraiment de faire au mieux pour que quelqu'un comme vous, là, qui découvrez, vous puissiez vous y retrouver, que ce soit utile pour vous. Alors, un autre exercice que j'ai envie de partager aussi, c'est, puisqu'on est sur le thème de l'émotion, c'est l'importance de vos émotions et de vos ressentis pour vous comprendre. On sort un peu du côté rationnel, etc. On rentre plutôt dans l'intuition, dans l'intuitif. Et pour ça, posez-vous la question, dans quel moment
que ce soit d'ailleurs des moments passés ou des moments que vous vivez au quotidien aujourd'hui, dans quel moment vous vous sentez, prenez vos notes, hein, fier de vous? Dans quel moment vous ressentez de la fierté? Dans quel moment vous vous sentez utile? D'ailleurs, je précise, ça peut être passé ou présent, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Vous êtes une même personne, il n'y a pas deux vous dans la vie pro, dans la vie perso. Vraiment, rejoignez les deux. Si aujourd'hui vous avez des enfants, des proches, vos collègues, une association, un loisir, etc., ça fait plein de facettes de vous, et c'est la même personne. Donc basez-vous sur ces différentes réalités qui coexistent. Donc bref, dans quel moment vous vous sentez fier de vous, utile, reconnu à votre juste valeur? Dans quel moment vous vous sentez admiré et inspirant? Dans quel moment vous vous sentez créatif? Dans quel moment vous vous sentez aligné, intelligent, généreux et talentueux? Voilà, j'espère que vous avez pris des petites notes. Je vous la refais, sinon vous pouvez faire pause de toute façon, mais fier de vous, utile, reconnu à votre juste valeur, admiré et inspirant, créatif, aligné, intelligent, généreux, talentueux. Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? Parce qu'en fait, ces émotions, elles vont vous permettre de mettre le doigt sur ce qui a du sens pour vous et d'identifier la valeur que vous voulez apporter aux autres. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'épanouit professionnellement? C'est on trouve du sens dans ce qu'on fait, on voit qu'on a un impact. Et donc, pour savoir quel impact on a envie d'avoir, on a besoin de comprendre quand on se sent utile, quand on se sent finalement à notre place. Et ça va vous aider aussi à trouver votre zone de talent, votre zone de génie où vous êtes complètement vous-même à votre place et du coup, prendre confiance en vous. Et d'ailleurs, une des peurs qu'on a souvent quand on se dit mais il faut que je me reconvertisse surtout là où il y a une contrainte forte, c'est qu'en fait, on se dit mais je ne suis pas compétent, je n'ai pas confiance en moi. Et c'est ça la peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer, etc. Et ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à vos capacités et à qui vous êtes. Donc voilà, pour cet outil, je pense qu'il peut être utile pour vous. Et d'ailleurs, un petit challenge que je vous partage, c'est que ces différentes émotions positives que vous avez identifiées, comme en plus on est dans une période assez challengeante, on va dire bouleversante, là aussi, petit pas, qu'est-ce que vous pouvez faire au moment où vous regardez cette vidéo ou dans la journée qui suit pour ressentir cette émotion positive? Par exemple, si vous vous sentez utile quand vous aidez une personne sur tel sujet, eh ben, débrouillez-vous pour dans les 24 heures qui viennent, aider quelqu'un sur ce sujet ou aider quelqu'un tout court. Simplement pour avoir un peu un shoot d'émotions positives, ça va vous mettre dans de meilleures dispositions aussi pour avancer et pour moins subir ce qui est en train de se passer. Voilà l'autre outil que je voulais vous partager. Alors ensuite, dans notre petit patchwork du moment, je voulais vous parler aussi du mythe de la passion. On en a un petit peu parlé sur le fait qu'on se dit qu'il faut forcément avoir une passion dévorante pour en faire son métier. Moi, je suis convaincue qu'une passion, déjà, la majorité des gens n'en ont pas. Je vous le dis d'expérience, pour tous les clients que j'ai accompagnés en individuel ou en fait, ouais, il y en a qui en ont, il y en a qui ont des passions depuis toujours, ou voilà, mais très souvent, une passion, c'est plutôt des centres d'intérêt épars qui peuvent évoluer. Donc, partez du principe qu'une passion, ça se construit. C'est pour ça que je préférais qu'on parle de fort intérêt plutôt que de passion. Mais voilà, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas se censurer si ce n'est pas la passion depuis toujours. Quelques questions pour amorcer la réflexion sur ce sujet et trouver ce qui vous fait vibrer. Je vous les liste là aussi. Notez-les. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant ou adolescent naturellement? On a tendance à oublier cette partie-là, mais c'est souvent assez éclairant parce qu'on n'avait pas de contraintes à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Quel métier vous rêviez de faire? Jeune ou même un petit peu plus tard, qu'est-ce que vous avez eu comme idée de métier? Ça ne veut pas dire que c'est ça la voie à suivre, mais ça va vous aider peut-être à avoir des points communs, des fils rouges entre tout ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là, à l'âge que vous avez aujourd'hui, quand vous avez du temps libre, quand vous avez zéro contrainte? Admettons que vous preniez une semaine tranquille, pas de famille, pas d'enfants, pas de boulot, rien du tout. Qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? Vers quoi vous vous tournez? Peut-être que vous avez du mal à y répondre, hein. D'ailleurs, je précise, sur tous les outils que je vous partage, c'est fréquent que ce soit difficile d'y répondre, hein. C'est pas censé être évident. Vous dites pas: «Oh, je suis trop nulle, je sais même pas ça sur moi-même». Non, pour la majorité des gens, il y a des points de blocage, des interrogations, c'est normal. Laissez juste décanter dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez besoin de vous divertir et de vous ressourcer? Quelles sont vos activités et occupations extra-professionnelles? C'est ce que je vous partageais sur le fait de faire des choses en dehors du boulot aussi, ça compte évidemment. Qu'est-ce que vous feriez? Quelles activités vous feriez si vous aviez plus de temps? Si vous aviez 2 jours en plus de libre dans votre semaine, qu'est-ce que vous en feriez? Et enfin, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Elle est dans notre document, mais ça, je vous l'ai déjà partagé. Donc, à partir de là, je vous invite vraiment à faire la liste. Et d'ailleurs, vous pouvez lister les intérêts de longue date et à l'inverse, les sujets d'intérêt et de curiosité un petit peu du moment que vous êtes en train de découvrir. Le flow, je vous en ai déjà parlé. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à noter
tous les moments de flow que vous avez vécu par le passé ou que vous vivez aujourd'hui. Vous pouvez tenir votre petit journal de bord du flow. Dès que vous êtes dans le flow, vraiment absorbé, vraiment passionné par ce que vous faites, notez-le parce que mis bout à bout, vous allez identifier en fait des points communs, vous allez identifier un fil rouge, identifier des choses qui, mises au cœur de votre prochaine activité, va vous permettre de vous épanouir même si vous devez quitter votre job actuel. Voilà sur la partie passion, intérêt, etc. Ensuite, je vous ai parlé donc dans le modèle qu'on a vu du deuxième critère qui est la partie compétences, talent. Comment est-ce qu'on fait pour être au clair là-dessus? Alors là aussi, ce que je veux vous partager en premier, c'est qu'on a tendance naturellement à se dévaloriser. Et le terme de talent, je sais que pour beaucoup de gens, il met la pression. Il faut vous dire qu'un talent, je vous disais, c'est quelque chose de naturel. Ça ne veut pas dire qu'on est l'expert de la Terre sur ce sujet, mais vraiment, revenez à ce que vous savez bien faire, même si ce n'est pas parfait. Ça, c'est super important. À partir de là, ce qu'on va faire, ce n'est pas un bilan de compétences. Je vais simplement vous partager un petit outil qui est, enfin, petit outil à expliquer, mais long à faire, par contre, ça je vous préviens. Hop, je reviens dessus, parce qu'il y en a beaucoup d'autres et je veux vraiment aller à l'essentiel. Voilà, c'est votre bilan professionnel qu'on va revisiter. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vous faire un petit tableau. Donc, vous prenez votre carnet et vous allez noter des colonnes. Première colonne, ça va être entreprise et poste que vous avez occupé. Un peu comme sur un CV, vous avez la liste. Deuxième colonne, c'est les missions clés. Quelles étaient vos missions principales dans ce job, on va dire les enjeux que vous aviez dans ce job et les tâches, en fait, vraiment, qu'est-ce que vous deviez faire, pourquoi vous étiez recruté. Troisième colonne, c'est les difficultés que vous pouviez rencontrer dans votre job. Par exemple, si vous étiez, je ne sais pas moi, prenons le cas d'un recruteur, sa mission clé, c'est de recruter les nouveaux talents pour l'entreprise. La difficulté, c'est qu'il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes aussi parce que ce n'est pas lui qui a la main mise au final sur le choix qui est fait par l'employeur. Ça peut être aussi des contraintes parce qu'il y a une guerre des talents, il y a peu de candidats par rapport au poste. Bref, c'est les challenges que vous rencontriez dans votre emploi. Pas les difficultés, comment vous le viviez vous à titre personnel, mais plutôt les challenges de ce job-là. Et à partir de là, quelles sont les solutions, les actions que vous aviez trouvées? Par exemple, ce recruteur, qu'est-ce qu'il a fait pour optimiser le processus de recrutement, par exemple? Et les résultats que vous avez obtenus à partir de là. Quels résultats dans votre job vous avez obtenus? Des résultats qualitatifs, par exemple, si vous étiez RH, une meilleure ambiance au travail, des relations de travail plus apaisées. Je vous donne vraiment des exemples au hasard. Et des exemples quantitatifs, des résultats quantitatifs. Par exemple, le recrutement de 50 nouvelles personnes, diminution du taux de rotation, de turnover de 3 points de pourcentage. Bref, d'avoir des résultats quantitatifs aussi, parce que ça aide quand on est en recherche d'emploi de montrer les résultats concrets qu'on a eus dans son poste. Et à partir de là, quand vous aurez fait ce bilan sur tout ce que vous avez fait, accompli, etc., là aussi, ça peut être difficile de trouver. Ne paniquez pas, essayez vraiment. C'est de vous demander quelles compétences vous avez développées. Et là, pour ça, il y a deux catégories de compétences. Il y a les hard skills et les soft skills. Les hard skills, c'est les compétences dures, c'est-à-dire les compétences techniques, les compétences métiers. Par exemple, je ne sais pas moi, pour un développeur, ça va être tout ce qui est technique de développement de site internet. Pour un designer, ça va être le design sur certains outils informatiques, par exemple. Pour un recruteur, eh bien, ça peut être des compétences liées au recrutement, c'est des compétences métiers. Et il y a les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Ça, c'est plutôt des compétences relationnelles, comportementales. Par exemple, ça peut être la bienveillance, ça peut être le travail en équipe, ça peut être l'empathie, etc. Ça peut être l'écoute aussi. Je pense aux recruteurs. L'écoute, c'est une compétence douce, mais c'est une compétence. Donc ça, c'est important de vous le noter. Et ensuite, vous pouvez aussi vous rajouter une colonne avec ce que vous avez aimé et pas aimé dans cette expérience. Ça peut aussi vous aider à faire le bilan. Et la toute dernière colonne à mettre dans votre tableau, c'est les apprentissages. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience comme compétence, mais aussi comme enrichissement humain que vous retirez de là? Alors, vous voyez que c'est quand même un gros tableau et vraiment l'idée, c'est de le faire pour chacune de vos expériences professionnelles passées. Donc oui, c'est du boulot, mais ça va vraiment vous aider à mieux vous connaître et ça va être utile aussi bien pour vous pour faire le point sur vos compétences que pour créer votre entreprise ou trouver un emploi parce que vous aurez beaucoup plus de visibilité sur votre parcours passé. Voilà pour cet outil que je voulais vous partager aussi. Et alors, il y a un dernier outil là-dessus que j'ai vraiment envie de vous partager parce que déjà, il est très puissant. Je sais que pour les membres, ça aide toujours beaucoup cet outil. Et aussi parce que je trouve qu'il est très en lien avec la situation actuelle. Donc, ça vaut le coup que je vous le partage. Cet outil, c'est l'outil de la formule magique de décision. Alors, c'est quoi la formule magique de décision? C'est que je suis convaincue qu'on a tous une manière spécifique qui nous est propre de prendre des décisions.
Et donc, pour ça, on a besoin de comprendre ce qui nous permet de prendre des bonnes décisions pour nous. Ce serait peut-être pas la bonne décision pour quelqu'un d'autre, mais on s'en fiche des autres. Qu'est-ce qui nous permet de prendre une bonne décision pour nous versus qu'est-ce qu'on ferait mieux d'éviter si on ne veut pas se planter dans notre décision. Et pour ça, il faut revenir au passé. Et je vous invite là aussi, petit exercice de réflexion, à revenir à penser à au moins 3. 3, c'est le minimum. 3 décisions importantes que vous avez prises par le passé. Par exemple, ça peut être d'avoir accepté un poste ou au contraire d'avoir refusé un poste. Ça peut être d'avoir intégré une école en particulier, des études, ça peut être le fait d'avoir même dans la vie personnelle, de vous être séparé de quelqu'un, ou au contraire, vous êtes marié, d'avoir déménagé. Bref, pro ou perso, on s'en fiche des décisions qui ont été importantes pour vous par le passé, au moins 3. Et si possible, d'ailleurs, essayez de mettre des décisions heureuses et d'autres qui ont été moins heureuses. Vraiment de varier ces exemples de décisions. Et à partir de là, vous allez aussi vous faire un petit tableau pour remplir la formule magique de la décision. Votre tableau, vous allez écrire à chaque fois, voilà la décision. Par exemple, accepter le poste dans lequel je suis aujourd'hui. Et vous allez vous noter dans quelle mesure cette décision elle a été basée sur vos aspirations personnelles, c'est-à-dire que ça venait de vous, versus les influences extérieures. Par exemple, aspiration personnelle, ça peut être dans le cas d'un poste que vous avez accepté, où vous êtes aujourd'hui. Ça peut être parce que vous trouviez sincèrement le poste intéressant, parce qu'il était proche de chez vous, donc il y a un certain confort lié à ça, et parce que vous aviez peut-être peur de laisser passer votre chance, vous avez une belle opportunité, vous vous dites, allez, j'y vais, je le fais parce que c'est une belle opportunité sur le papier. Peut-être que c'était ça, l'aspiration personnelle. Peut-être aussi qu'il y avait des influences extérieures. Par exemple, si votre conjoint vous a dit, c'est une belle opportunité, ça nous permettrait d'acheter notre appartement. Ou si vos parents étaient fiers que vous puissiez accepter avoir ce job-là. Peut-être parce que aussi il y a l'injonction de la société au global qui est le fait d'avoir un CDI comme ça, c'est rassurant. Et ça, c'est plutôt lié à des choses extérieures à vous et pas vraiment à ce qui intérieurement vous fait vibrer. Et donc, je vous invite à lister ce qui, dans cette décision, et c'est vraiment sur les deux plans, très souvent, venait de vos aspirations personnelles et venait d'influences extérieures. D'ailleurs, vous pouvez même pondérer en disant c'était 30% de perso et 70% d'extérieur. Et à partir de là, c'est de noter le bilan de cette expérience. Par exemple, que c'était une belle expérience, mais assez peu épanouissante et que les relations avec le chef se sont vite dégradées. C'est ça le bilan que vous en avez retiré de ce choix que vous avez fait. Et là, vous allez vous noter dans votre tableau ce que vous en avez appris, ce que vous en retenez, et si vous deviez refaire ce choix aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Donc, par exemple, dans le cas qu'on a pris, ce que vous en apprenez, par exemple, c'est que oui, j'ai appris beaucoup à ce poste, vous pouvez lister vos petites compétences, mais de se dire, à titre perso, je devrais davantage écouter mon intuition et ne pas laisser passer ma chance. Si par exemple, ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi, parce que je me suis dit, c'est une belle opportunité, on m'a dit que c'était un CDI, que c'était bien, etc. Mon conjoint m'a dit que c'est une belle opportunité et j'ai accepté. Ce que j'en apprends, à titre perso, c'est plutôt d'écouter mon intuition et de ne pas choisir parce que sur le papier, c'est bien. Et de vous dire, si je devais refaire ce choix aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on regrette, attention, mais si on devait recommencer, qu'est-ce qu'on ferait? Et par exemple, on peut se dire dans ce cas-là, je me précipiterais moins dessus, je prendrais plus de temps pour trouver quelque chose qui m'attire et je l'expliquerai à mon entourage. Voilà un exemple qui est fictif, mais qui vous parle peut-être et que je vous invite vraiment à faire ce schéma sur comment vous avez pris vos décisions passées. Donc, la décision, aspiration personnelle, influence extérieure, le bilan, ce que vous en avez appris et si vous deviez recommencer, qu'est-ce que vous feriez? Et à partir de là, vous allez avoir votre formule magique. Pourquoi? Parce que vous allez voir tous ces exemples de décisions que vous avez notés, essayez de vous dire quels sont les points communs qui reviennent là-dedans. Et vous pouvez vous dire, en fait, les décisions qui me rendent heureux, c'est quoi? Quels critères elles matchent? Eh bien, il y a le critère 1, critère 2, critère 3. Par exemple, le critère 1, pour une bonne décision pour moi qui me rend heureux, c'est que j'ai écouté mon intuition. Deuxième critère, c'est que je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à quelqu'un d'extérieur à moi. Et troisième critère, c'est que j'ai choisi quelque chose, par exemple, qui me mettait dans le confort, par exemple, ou qui correspondait à mon objectif financier ou à mon objectif de sens. Bref, d'identifier les critères, c'est vraiment propre à vous. Là, je vous donne des exemples vraiment fictifs, mais c'est vraiment à vous de le définir. Je vous donne aussi l'exemple que j'ai mis dans le support qui est ici. Exemple, les décisions qui me rendent heureuse sont celles que je prends de la manière suivante. Je prends le temps de m'écouter sans me précipiter, plus je demande conseil aux autres, mais je ne cherche pas à leur faire plaisir en suivant leurs conseils, plus je fais passer mes envies avant mes peurs. Et donc, une fois que vous avez identifié votre formule magique à vous, évidemment, c'est de voir comment vous pouvez appliquer cette formule magique à la décision sur laquelle vous êtes aujourd'hui, à ce que vous êtes en train de choisir en ce moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà pour cet autre outil lié
Hop, je retourne là-dessus. Donc, à la décision. Je regarde s'il y a un autre outil utile que je peux vous partager. Oui, je vous partage celui-là aussi par rapport au talent. Essayez de faire le point sur ce qui est naturel chez vous. Et pour ça, je réfléchis à ce qui est le plus utile et efficace. Demandez-vous vraiment, qu'est-ce que naturellement vous faites? Qu'est-ce que vous faites naturellement, en fait? Qu'est-ce que vous faites naturellement, plus facilement ou quand vous le faites, ça vous semble vraiment fluide? Vous sentez qu'il y a quelque chose d'assez spontané chez vous? Ça rejoint un petit peu le flow, mais vraiment faites cette liste aussi de tout ce que vous identifiez comme talent et d'ailleurs n'hésitez pas, ça c'est un des exercices aussi dans la méthode, c'est l'exercice du feedback, c'est de demander autour de vous, ben, selon toi, qu'est-ce que je fais bien naturellement? Pourquoi tu considères que je suis en moyenne meilleure que les autres personnes? Sur quoi tu me demanderais de l'aide ou des conseils? Ça, c'est des questions à poser à votre entourage qui peuvent vous aider du coup à mieux vous connaître et à comprendre quelles sont vos forces à vous. Donc voilà par rapport à la partie compétences et talents. Alors, ce que je voulais vous partager maintenant aussi, c'était sur les peurs. J'ai envie de partager quelque chose sur les peurs. Je regarde rapidement ce qui peut être utile là aussi. Euh, Oui, parce que ça s'y prête totalement, hein, je vous l'ai dit, c'est que là, on ne va pas rentrer non plus dans le détail opérationnel et concret de lancer un projet entrepreneurial, trouver un job, et cetera, parce qu'on ne s'en sortirait pas ce soir. Mais il n'empêche que, avant d'en être là, on a besoin d'abord de travailler sur nous-mêmes. Et donc, par rapport aux peurs, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, un petit peu comme on a fait le diagnostic de ce que je veux plus, etc., c'est de faire le diagnostic de vos peurs. Et pour ça, c'est de prendre là aussi votre petit carnet et de noter noir sur blanc vos peurs les plus évidentes. Vraiment aujourd'hui, ce qui vous fait le plus peur. Ne serait-ce que le fait de l'écrire, ça va vous aider aussi à l'enlever de votre cerveau, à enlever de la charge mentale. Je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de prendre des notes, de tenir un peu comme un journal intime, un journal de bord, votre carnet, bref, si vous avez l'habitude d'extérioriser ce que vous avez en tête ou pas, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire maintenant et d'écrire. Et pour ça, dans la manière d'écrire vos peurs, c'est d'avoir quelque chose de très spécifique. Par exemple, plutôt que de dire j'ai peur du regard des autres, c'est d'écrire quelque chose de très précis. Par exemple, j'ai peur que mes collègues ne m'apprécient plus. J'ai peur de me froisser avec mes parents. J'ai peur de ne pas réussir à payer mon loyer. J'ai peur de ne pas réussir à payer les études de mes enfants. Vraiment des choses très très spécifiques plutôt que la peur du regard des autres ou la peur financière. Et à partir de là, c'est de noter ce qui va se passer si votre peur se réalise. Donc, ce n'est pas agréable, mais on va chercher à rentrer dans le scénario catastrophe pour le mettre au clair. Par exemple, j'ai peur de me froisser avec mes parents parce que si ça se produit, et ben en fait, j'aurai le sentiment de les décevoir et de ne pas honorer ce qu'ils ont fait pour moi, par exemple. J'ai peur de ne pas réussir à payer mon loyer parce que je serai en porte-à-faux avec mon propriétaire. Et donc, je risque de devoir quitter les lieux. Bref, écrivez vraiment ce que vous craignez. Déjà, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de cas, en fait, c'est assez flou, finalement, les peurs qu'on a, et c'est un espèce de nuage noir, mais un peu qui manque de forme. Et dans certains cas, au contraire, on a des choses très, très précises. Et dans le cas où il y a des choses vraiment spécifiques qui se montrent, je vous invite à faire l'autre exercice qui n'est pas très fun, mais très important, c'est l'exercice du scénario catastrophe. Et le principe du scénario catastrophe, c'est qu'on va écrire toutes les étapes qui nous amènent au pire du pire. Par exemple, je vais vous donner cet exemple-là que j'avais mis dans le programme qui est très parlant. Dans l'exemple où je n'arrive plus à payer mon loyer. J'arrive plus à payer mon loyer et le scénario catastrophe, c'est je finis dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être à la rue, peut-être que c'est votre cas. C'est une peur légitime, hein, il y en a qui l'ont, donc c'est pas anormal. Admettons que ce soit ça le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui fait que on se retrouverait dans cette situation catastrophe? C'est que je quitte mon job et, admettons, je crée mon entreprise grâce au chômage. Mais, étape supplémentaire, à l'issue du chômage, j'ai pas réussi à vivre de mon activité. Étape supplémentaire, j'arrive pas à payer mon loyer, j'en parle à mon propriétaire et il me menace de me mettre dehors. Étape supplémentaire, j'arrive pas à retrouver de job parce que j'ai été au chômage pendant 2 ans et aucun recruteur ne veut de moi. Étape supplémentaire, le propriétaire me met effectivement dehors, j'ai pas de job, j'ai pas d'appart, je finis à la rue. Vous voyez que ces différentes étapes, il va s'en passer quoi du chemin avant d'arriver là. Vous voyez que le nombre d'étapes est énorme, donc le résultat final fait peur, mais si on regarde tout ça, ça me fait un petit peu penser au sketch de Bigard sur la chauve-souris. Admettons, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, regardez, ouvrez une autre fenêtre YouTube, revenez après ici, hein, commencez pas à surfer sur d'autres sketchs, sinon c'est pas fini, mais allez juste voir le sketch de la chauve-souris de Bigard, et c'est ça en fait. Admettons que la chauve-souris, déjà, elle trouve où j'habite.
Admettons qu'elle arrive à sonner à l'interphone. Admettons qu'elle arrive à monter les étages. Bref, c'est très drôle, je ne saurais pas le faire aussi bien que lui, c'est pas ma zone de compétence pour le coup, mais c'est un petit peu le même principe au scénario catastrophe. Admettons, j'arrive pas à vivre de mon activité au bout de 2 ans. Admettons, j'arrive à trouver 0 emploi. Admettons, mon propriétaire, il n'est pas du tout compréhensif. Admettons, il me met vraiment dehors. Admettons, j'arrive pas à trouver hébergement chez un membre de ma famille ou un ami. Admettons. Vous allez voir qu'avant que le scénario catastrophe se réalise, il y a certainement du chemin. D'ailleurs, je vous invite à mettre un peu la probabilité que chacune de ces étapes se réalise. Vous allez voir qu'on n'est pas sur du 100%. Et dans tous les cas, une fois qu'on a fait ça, je vous invite à voir les solutions. Parce que là, on se dit, OK, on se raisonne, mais il faut voir les solutions. Et donc, pour ça, faites la liste des solutions à chaque étape, même si vous n'y êtes pas aujourd'hui. Là, on est de toute façon, quand on fait un scénario catastrophe, le mental, il est en mode anticipation, le futur dans le pire des cas. Donc, jouez son jeu au mental et notez à chaque fois les solutions possibles. Ok, admettons que le problème, c'est que je monte ma boîte et j'arrive pas à avoir de clients. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Eh bien, je peux me former. Je peux prendre un coach qui va m'aider là-dessus. Je peux faire un partenariat avec une autre entreprise pour être apporteur d'affaires. Enfin, plutôt pour qu'eux m'apportent des affaires. Donc ça, c'est déjà des premières solutions. Je peux changer un petit peu d'activité. Je peux proposer d'autres services si je vois que cela ne marche pas. Donc déjà, il toute une série de solutions. Mais admettons, on est au bout des 2 ans, ça ne marche toujours pas, je cherche un job. Bon, j'ai du mal à trouver un job. Au bout de 2 mois, je n'arrive pas à trouver. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Je me fais aider pour améliorer mon CV. Je me fais aider pour être meilleur en entretien. Je contacte telle personne qui pourrait peut-être m'aider à trouver un job. Je rejoins un réseau de personnes qui s'entraident pour trouver un emploi. Je retourne dans mon ancienne entreprise. Bref, là aussi, on liste toutes les solutions, même s'il y en a qui nous gonflent terriblement. C'est vraiment au cas où, simplement pour rassurer notre mental qu'il y aura des issues possibles. Et vous allez voir qu'en faisant tout ça, en notant toutes les solutions possibles à chaque étape, ça va vous aider à rationaliser et ça va, dans la majorité des cas, vous rassurer. Et si vous voyez qu'effectivement le scénario catastrophe est pas loin, bah au moins, vous êtes au clair, quoi. Au moins, vous n'êtes pas la politique de l'autruche qui ne voit pas le problème. Vous le savez et vous pouvez passer à l'action pour régler le problème et vous entourer pour trouver des solutions par rapport à tout ça. D'ailleurs, je poursuis un dernier point par rapport à cet outil sur les ressources. C'est-à-dire que là, vous voyez les étapes avant d'en arriver au pire. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous dire, mais de toute façon, je ne vais même pas en arriver là parce que j'ai les ressources pour réussir. Et là, vous allez faire la liste, et ça, c'est l'exercice positif, donc on se redresse, c'est plus positif, la liste de toutes vos ressources. Et vous allez voir, là, ça va vous faire du bien. Pourquoi votre scénario catastrophe ne va pas se réaliser? D'une, parce que vous avez, par exemple, tel contact qui peut être utile. Vous avez un réseau de qualité, même si ce n'est pas 300 personnes, vous avez des relations de confiance, quelques relations de qualité de confiance. Autre ressource, c'est que vous avez toujours réussi finalement à retomber sur vos pattes et à trouver des solutions, par exemple. Autre ressource, c'est que peut-être vous avez déjà un matelas financier qui vous permet de ne pas en arriver là. Autre ressource, peut-être que vous avez une famille dont vous êtes proche et qui pourra vous aider si besoin. Autre ressource qui peut être liée à votre profil, c'est que vous êtes quelqu'un de déterminé, vous le savez, et vous savez très bien que vous allez tout donner pour ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Autre ressource aussi, c'est que vous allez par exemple avoir le chômage ou telle indemnité, donc financièrement, il y a une solution. Bref, ça peut être lié à vos capacités, à vos compétences, à votre réseau, à votre situation, mais faites la liste de toutes les ressources qui sont disponibles pour vous éviter d'en arriver au scénario catastrophe. Voilà, ça c'est vraiment important. Et le fait d'être capable de trouver des solutions, d'ailleurs le fait que vous soyez en train de regarder cette vidéo, c'est que là, vous avez déjà trouvé de l'aide et une solution par rapport à ce que vous traversez là maintenant. Donc déjà, vous êtes capable d'aller trouver ça. Donc c'est vraiment très important de réfléchir aux ressources qui sont à votre disposition aujourd'hui. Voilà pour cet outil par rapport aux peurs. J'espère que ça va vous aider à mettre tout ça au clair et surtout à voir qu'il y a des solutions et que vous avez des ressources et qu'il y a d'autres horizons possibles. Je regarde ce que je peux vous partager d'autre par rapport à tout ça. On va terminer là-dessus, je pense, parce que sinon, vraiment, on pourrait en parler pendant des heures et je veux quand même que cette vidéo aille à l'essentiel. C'est que, à partir de là, vous allez chercher des idées de projet. Et les idées de projet, pour arriver à trouver des idées, ce que je vous invite à faire, c'est à faire votre petit schéma. Vous allez noter sur vos 4 critères, vraiment pour simplifier les 4 critères, déjà tout ce que vous aimez. Donc faites la liste, vraiment un peu une synthèse, la liste de tout ce qui vous met dans le flow, de tous les centres d'intérêt que vous avez identifiés, vraiment tout ce qui est positif sur ce que vous aimez faire. Vous mettez ça dans un coin de votre tableau. Un autre coin de votre tableau, vous allez noter tout ce qui est relatif à vos compétences, à vos talents, à tout ce que vous savez faire, même si ce n'est pas parfait, aux compétences que vous êtes en train de développer, bref, toute la partie savoir, savoir-faire, savoir-être.
dans un autre coin de votre tableau, vous allez noter tout ce qui est relatif à votre pourquoi, à votre mission, c'est-à-dire au sens, qui vous avez envie d'aider, quel impact vous avez envie d'avoir, dans quel, c'est ce qu'on a vu les questions sur les émotions, où vous vous sentez utile, généreux, etc. Et de noter toutes ces informations-là ici. Et ensuite, c'est de noter dans l'autre coin de votre tableau toutes les sources d'inspiration extérieures. Donc là, on arrive sur l'extérieur. Et ce que je vous invite à faire à partir de maintenant ou quand ce sera le moment pour vous en tout cas, c'est d'aller voir ce qui se fait. Comme je vous disais tout à l'heure, allez explorer. Et l'exploration, pour ça, je vous invite à faire un peu là aussi votre liste. C'est de vous dire, bah ok, je vois que par exemple, je m'intéresse à des choses autour de la santé, admettons, au sujet de la santé, on est un petit peu dans le thème. La santé, ça m'intéresse. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me travaille, ça m'intéresse à titre personnel. Je prends soin de ma santé. Par exemple, je m'intéresse aux médecines alternatives, à la naturopathie, à l'aromathérapie avec les huiles essentielles. Je m'intéresse au sujet de la santé. À titre personnel, il y a peut-être quelque chose à faire. Et bien là, la phase d'exploration, ça va être quoi? Ça va être d'aller regarder des sites qui parlent de naturopathie. Ça va être de suivre des comptes Instagram autour de la naturopathie, de voir un peu qui sont les gens derrière, d'aller regarder un peu les profils de naturopathes. Par exemple, il y a les sites des écoles de formation, des écoles de naturopathie, et bien de voir les profils des gens qui sont passés par là, des élèves et des professionnels qui sont sortis de cette formation en naturopathie. Ça peut être de vous inscrire à un atelier gratuit sur la naturopathie, de lire un livre sur la naturopathie. Bref, d'aller vraiment vous y intéresser dans le concret pour voir si ça vous plaît. Ça ne veut pas dire que vous prenez votre décision maintenant, c'est-à-dire que vous vous renseignez et vous voyez ce qu'il existe. Et du coup, peut-être qu'en rentrant par la petite porte de la naturopathie, qui est un métier que vous connaissez, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a d'autres possibilités et que les horizons sont plus larges. Peut-être que vous allez découvrir des choses autour des soins énergétiques ou justement parler de l'aromathérapie. Peut-être que vous allez découvrir une branche particulière de la naturothérapie, naturothérapie, ça existe, ça? Je ne sais pas. Peut-être que vous allez voir que finalement, c'est pas vraiment ça qui vous plaît, mais que c'est plutôt en lien avec le bien-être. Et donc, vous allez vous tourner vers le secteur du massage, par exemple. Il y a tellement de possibilités qu'en fait, ça va être votre porte d'entrée. Et c'est à partir de cette porte d'entrée et du temps que vous allez passer à vous renseigner sur ce qu'il existe que vous allez, hop, un petit peu comme ouvrir à chaque fois des portes progressivement. Et c'est ça qu'il faut faire pour trouver des idées de projet. Et une fois que vous avez commencé en plus à y réfléchir, admettons que ce soit la naturo, eh ben tiens, comme par hasard, vous allez tomber sur quelqu'un qui se trouve être naturopathe ou avoir un ami qui est dans la naturo. Et vous allez en discuter et vous allez discuter avec un professionnel de ce domaine-là. Ou peut-être que vous, en tant que client ou patient, je ne sais pas comment on dit pour la naturo, vous allez aller faire une séance de naturo et vous allez dire à votre praticien à la fin de la séance, ben, j'ai quelques questions à vous poser sur votre métier. Et donc, c'est comme ça que petit pas par petit pas, je vous rappelle la stratégie des petits pas, vous allez commencer à découvrir ce qui se fait. Et ça marche aussi bien pour des activités indépendantes que pour des emplois salariés. Vraiment. Si c'est un emploi salarié en entreprise, regardez aussi sur LinkedIn, le réseau social, pour voir les parcours des gens qui sont dans les entreprises qui vous intéressent, pour voir comment ils en sont arrivés là, pour voir le détail de leur métier, etc., etc. Il y a des groupes LinkedIn, il y a plein de manières de faire, mais vraiment, renseignez-vous, allez explorer sur le terrain et c'est ça la base. Et si vous sentez que vous bloquez un petit peu, parce que finalement là, on sort de sa tête, on est dans l'action, je vous invite vraiment tous les matins, dites-vous, OK, c'est quoi mon petit challenge du jour, mon petit pas du jour? Est-ce que mon petit pas du jour, c'est de lire un article pendant le petit déjeuner sur le sujet qui m'intéresse, le secteur qui m'intéresse? Est-ce que c'est d'oser envoyer un email à cet ancien collègue ou ancienne connaissance qui bosse dans ce secteur qui m'attire? Est-ce que mon petit pas du jour, c'est de rejoindre un groupe LinkedIn ou Facebook sur la thématique? Mon petit pas du jour, c'est de commander ce livre sur le sujet qui m'intéresse. Je pense que vous avez saisi le principe, mais d'arriver à être dans un petit pas, dans l'action, tous les jours ou en tout cas le plus fréquemment possible et pas juste une fois par semaine ou une fois par mois si vous voulez que ça avance, surtout si dans la période actuelle vous êtes un petit peu dans l'urgence. Alors, si vous êtes dans l'urgence aujourd'hui, cette phase d'exploration, elle va être moins longue. Peut-être que vous allez vous tourner vers quelque chose de plus accessible plus rapidement parce que c'est possible maintenant et que vous êtes dans la précipitation et c'est complètement OK. Mais du coup, une fois que vous, par exemple, vous êtes dans un nouveau job d'ici 2 mois ou 3 mois, de vous dire, eh ben, là, peut-être que, ou si vous êtes au chômage, vous dire, bah, là, je vais prendre le temps de me poser et peut-être de partir sur un autre projet. Vraiment, ne vous limitez pas là aussi, ne vous culpabilisez pas si vous changez plusieurs fois, si vous changez d'avis, vous imaginez même pas le nombre de personnes qui, en cours de reconversion, changent d'avis, changent de projet. C'est totalement normal, ça fait partie du jeu. Ça devient problématique quand vraiment on n'arrive pas à se fixer sur quelque chose et qu'on en souffre et que ça pose des problèmes financièrement, pour notre vie au quotidien, etc. Mais vraiment, c'est dans des extrêmes. Donc,
rassurez-vous, c'est totalement OK. Si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr de vous et de toute façon, vous avez toujours le droit, vous avez toujours le choix de changer plus tard. Voilà, l'incertitude, c'est normal, le doute, c'est normal, la peur, c'est normal. Ce qui compte vraiment, c'est d'avancer dans la bonne direction et la bonne direction, c'est quoi? C'est celle qui vous fait vibrer et qui est alignée avec vos convictions, avec vos valeurs. Le fait de prendre soin de vous, de vous respecter. Et là, on est vraiment dans le thème de cette vidéo en particulier, c'est que l'objectif, c'est de se respecter. Et on se respecte quand on est à sa place professionnellement, on se respecte quand on est en phase avec ses propres croyances, ses propres valeurs et convictions. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de tout ce que j'avais à vous dire. On pourrait en parler pendant des heures, hein, comme je vous le disais de toute façon. Mais je voulais vraiment, en tout cas, que cette vidéo, ce soit une bonne introduction à tout ce que je peux partager, en fait, chez Postadem. Comme je vous le disais, c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous aider si vous êtes dans cette situation face à ces injonctions et que du coup, il y a une vraie souffrance dans votre vie professionnelle parce que vous vous y attendiez pas, parce que vous vous retrouvez à quitter un emploi qui vous passionne ou parce que vous êtes dans un emploi qui ne vous correspond plus ou vous sentez que vous n'avez plus votre place. En tout cas, voilà, c'était vraiment important pour moi de pouvoir vous partager tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, vous avez pu prendre des notes sur tout ça. Et je pense que voilà, on a vu l'essentiel. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire de quelle manière ça vous a aidé. Je vais vous mettre aussi dans la description de la vidéo des ressources Postadem pour aller plus loin. Puisque comme je vous le disais, c'est une entreprise qui a bientôt 4 ans, donc on a beaucoup de choses. Je vais vous mettre le lien vers le site, parce que sur le site, il y a beaucoup de témoignages. Je vous parlais de témoignages, ben, c'est vraiment l'idée. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai construit au tout début, il y a 4 ans. C'est que je me suis dit, il faut absolument avoir quelque chose où on a de l'inspiration. Parce que moi, quand je voulais poser madame, j'avais aucune idée de ce qui se faisait. J'avais vraiment l'impression que la reconversion, c'était un truc impossible, que ça concernait que certaines personnes. Et donc, je me suis dit, je veux contrer ça et montrer des témoignages de gens très différents. Donc, je vais vous mettre le lien vers le site pour voir des témoignages. Je vais vous mettre le lien aussi vers un guide gratuit qu'on a aussi qui peut vous aider et qui reprend certains points qu'on a vus en vidéo. Ce que je vous partage aussi, ça c'est le livre de Postadem qui peut aussi beaucoup vous aider pour cet été. À nouveau, je le répète, je ne veux pas de critique là-dessus en commentaire que c'est pour vous vendre ou commercial ou je ne sais quoi. Non, mais forcément, on a des ressources Postadem, c'est une entreprise, il y a des choses qui sont payantes, forcément, mais si ça peut vous aider, c'est vraiment l'objectif. Et donc, le livre Postadem, je vous le partage parce qu'il est toujours avec moi sur le bureau et vous avez énormément d'inspiration et d'outils comme certains qu'on a pu voir ce soir, mais beaucoup plus forcément dans le livre aussi. Ça peut être pour cet été la lecture. Bref, il y a plein de possibilités. En tout cas, j'espère vraiment que tout ça, mis bout à bout, ça va vous aider dans cette période difficile. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre décision par rapport à ce qui se passe, vraiment ce qui compte, c'est d'être aligné avec vous-même, de vous respecter, de ne pas toujours chercher à justifier vos choix, hein, que ce soit par rapport à ce qui se passe en ce moment ou par rapport à votre vie professionnelle. Il y a des gens qui ne comprendront pas et c'est totalement OK. Le simple nom d'ailleurs, Postadem, le nom de l'entreprise. Il y a des gens qui trouvent ça génial et qui adorent en disant « Ouah, c'est ce que je me dis tous les lundis matin, c'est génial, j'ai envie de poser ma dème ». Et d'autres personnes qui disent « Mais c'est quoi cette aberration de vouloir poser sa dème? Il faut surtout pas démissionner parce qu'on n'a même pas le chômage. En plus, c'est dangereux de dire ça. En plus, avec la crise en ce moment. » Donc, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que je dis souvent aussi aux membres de Postadem, c'est que regardez des vidéos de chats mignons sur YouTube, et ben vous verrez qu'il y a des pouces rouges, des dislikes de chats mignons. À partir du moment où des chats mignons, ils ont des pouces rouges, j'ai envie de vous dire, quoi que vous fassiez, il y aura des gens pour mettre un pouce rouge. On s'en fiche complètement. Vous êtes là pour vivre votre vie, pour vous épanouir. Il y a en ce moment des contraintes supplémentaires qui arrivent, un peu comme des bâtons dans les roues. Ça fait partie du processus. Et c'est souvent en plus quand on traverse une crise importante qu'on en ressort nouveau et grandi. C'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, les reconversions, elles se font après un déclic, en fait, une prise de conscience difficile, une difficulté majeure. Par exemple, un burn-out. Par exemple, une maladie. Ça peut être aussi après le décès d'un proche, où en fait, du coup, on revoit différemment la vie, on se pose des questions, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne vit pas la vie qu'on aimerait vivre et où on n'aura pas de regrets, en tout cas, quand on sera sur notre lit de mort. Il y a beaucoup de cas de reconversion qui sont liés, en fait, à une difficulté majeure qu'on a rencontrée dans notre vie. Et c'est vraiment des plus grands obstacles aussi que naissent les plus belles choses. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance aussi en la vie, en ce qui est en train de se passer. Écoutez-vous, reconnectez-vous à votre petite voix intérieure, même si ce n'est pas facile tous les jours. Et avec ça, j'espère que vous pourrez avancer et que ça vous a aidé. Merci pour votre attention, pour votre écoute pendant toute cette vidéo et je vous dis à très bientôt.